C'est un renversement qui est peut-être pas évident à faire pour ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'on part souvent du principe que c'est parce que l'élève dysfonctionne qu'il n'apprend pas. Bien souvent, l'institution va dire, t'as pas de méthode, tu fais pas ton travail. En fait, tu dysfonctionnes, donc tu n'apprends pas. Le renversement qui est proposé dans Secret d'école, c'est le suivant, c'est de dire au contraire que c'est parce que les élèves n'apprennent pas qu'ils dysfonctionnent. Et ça, on peut le constater, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte cette assertion-là, de dire c'est parce qu'ils n'apprennent pas qu'ils dysfonctionnent, on se rend compte de cette réalité, c'est-à-dire que l'élève qui est en train de s'ennuyer en classe, mais pourquoi il s'ennuie ? Parce qu'il n'est pas en train d'apprendre. C'est insupportable d'être en classe sans apprendre. Donc il va l'exprimer par des comportements de fuite, de décrochage cognitif, de transgression du dispositif mis en place par le professeur. Donc ce ne sont pas les causes des problèmes, ce sont les effets de la situation et du double système de la classe. Ses camarades y arrivent, et lui, il n'y arrive pas, il se sent nul. C'est insupportable de le vivre quotidiennement, d'heure en heure. Insupportable. Bonjour, je m'appelle Laurent Laprie et je suis professeur de lycée et formateur. Je m'appelle Michel Breut, je suis psychologue de l'éducation, formateur en formation continue des enseignants et désormais retraité. Secret d'école. Nous découvrons dans ce podcast en 5 épisodes le fruit de plusieurs décennies de travail, d'observation et d'analyse du système d'apprentissage de la petite école à l'université en France. Dans ce deuxième épisode, Michel Breut, l'auteur du livre Secret d'école, édité chez L'Harmattan, accompagné de Laurent Laprie, nous parle du décrochage de certains élèves dans des classes scindées en 2 groupes. 2 groupes que Michel Breut distingue comme, d'un côté, les chercheurs fabricants de réponses, et de l'autre, les écouteurs de réponses demandeurs d'aide. Un double système dont seule l'école est responsable. Nous entendrons le témoignage de Léa, qui aurait pu ne pas être aidée par son professeur. Le plaisir d'apprendre passe par la créativité accessible à tous quand on prend le temps. Ce temps d'apprentissage si compté et si court qu'il aboutit souvent à l'activité assistée. Ce schéma d'assistanat entraînera d'ailleurs des conséquences négatives sur les élèves dans leur vie d'adulte. Au quotidien, dans ma pratique de prof, je suis soumis à pas mal de contraintes. J'ai un groupe de jeunes qui m'est confié, je les accueille dans ma classe, et puis je les accueille pour une séance qui dure 55 minutes en général, et il y en a parfois 2 qui sont accolés. Donc il y a un temps contraint. Pour faire mon travail, je dois donc créer des séances, on appelle ça des séances, qui s'inscrivent dans des séquences. Il va y avoir plusieurs séquences dans l'année qui vont faire ce qu'on appelle une progression pédagogique, de manière à respecter les programmes. Donc il y a un contenu qui est donné, qui est figé. Il y a un résultat qu'on doit atteindre en termes de contenu. Ce système-là dirige, impose des modalités pédagogiques, c'est-à-dire que à la fin d'une séance, il faut que j'ai atteint mon objectif. Et alors cet objectif, comment il s'atteint ? De la manière suivante, c'est-à-dire qu'on va proposer des activités, ou tout simplement demander aux élèves de nous écouter. On va expliquer, on va présenter le savoir, proposer des exercices parfois, et au bout d'un certain temps, une partie des élèves va avoir fini l'exercice. On a des mains qui se lèvent, on a des élèves qui disent « j'ai fini monsieur », est-ce que c'est bon, est-ce que c'est juste, est-ce que vous pouvez venir voir, etc. Et donc le professeur qui est en face de son groupe d'élèves va devoir prendre une décision qui est d'arrêter, de mettre un terme à ce travail qui a été lancé, parce qu'une partie certaine du groupe est au bout, et donc ce groupe qui a fini, il est en attente. Il regarde le prof et il dit moi j'ai fini, quoi. Et donc le prof va dire on corrige. On y va, on corrige, et donc la correction arrive pour tous. Donc ceux qui seront allés au bout de l'exercice vont vérifier qu'ils ont été suffisamment bons pour arriver au résultat qui était attendu. Et puis tous les autres vont être dans une place, la place de l'échec. Voilà, je suis pas allé au bout. Et donc c'est ce que Michel a nommé, c'est la découverte que
Dans toutes les classes, finalement, on va retrouver ce double système des élèves qui réussissent à se convaincre qu'ils peuvent réussir l'activité, et puis les autres qui vont être en difficulté ou qui ne sont pas capables d'y arriver sans aide, ou même peut-être avec aide au bout d'un moment, même ce sera peut-être compliqué. Voilà cette découverte qui est nommée le double système de la classe, avec les chercheurs fabricants de réponses d'un côté, donc ceux qui sont au boulot, et puis les écouteurs demandeurs d'aide, ceux qui attendent la correction, ceux qui essayent de copier sur les camarades, ceux qui demandent au professeur de venir, ceux qui vont peut-être au bout d'un moment même refuser de rentrer dans l'activité, c'est-à-dire ils vont avoir des comportements du type je signifie mon désaccord, par exemple en croisant les bras sur la table, en se mettant en position je dors, pour signifier que j'attends la correction ou que ça m'intéresse pas. Ils vont remettre en question le professeur aussi, ils vont dire mais vous nous faites faire ça, c'est nul, moi je le ferai pas. Ils vont éventuellement créer des situations de perturbation du cours, ça permet d'éviter de rentrer dans l'activité et de faire une diversion. Donc il y a des diversions, soit je m'amuse à balancer la trousse du camarade, soit je vais dire que je vais aller à l'infirmerie, que je vais aller aux toilettes. Je peux essayer d'embêter celui qui est au travail aussi. Il peut y avoir de l'ennui aussi qui va provoquer l'envie de bavarder peut-être, de faire autre chose, d'aller sur son téléphone. Donc on va observer tout ça et on peut ranger tous ces comportements dans ce double système de la classe, donc qui fait l'objet des tout premiers chapitres de l'ouvrage et qui est fondamental ensuite pour explorer la suite. Donc à ce moment-là, on va voir que ces comportements-là sont examinés comme des causes, en général, comme des causes des problèmes, les comportements des élèves. Et le double système de la classe nous permet de regarder que ce sont les effets d'une pratique pédagogique en classe et d'un comportement face au savoir. Voilà. Et donc pourquoi il va provoquer les élèves, le prof, perturber le cours ? Être absent. Donc parce que il n'est pas en train d'apprendre. Foutre le bordel. Et donc la question à se poser, c'est qu'on se pose ensuite dans l'ouvrage, puisqu'ensuite on déroule les choses, mais pourquoi n'est-il pas en train d'apprendre ? C'est là où c'est aussi difficile, il faut avoir un petit peu de courage pour interroger du coup les pratiques pédagogiques. Qu'est-ce qui fait que finalement dans cette classe, il y a des élèves qui ne sont pas en train d'apprendre ? Le professeur n'a-t-il pas sa part de responsabilité là-dedans ? Voilà. Et l'institution, dans les pratiques qu'elle demande au professeur de répéter. Ce serait trop facile pour l'institution, pour l'école, d'aller piocher l'explication des parents défectueux. Voilà. Non. L'école, elle a son travail à faire. Et les enfants, ils sont confiés, ils sont dans la classe. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas en train d'apprendre ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Qu'est-ce qui ne se produit pas ? Qu'est-ce qui ne se réalise pas ? Alors que quiconque observe un enfant, on voit bien que tout enfant, et c'est dit dans tous les écrits pédagogiques depuis bien longtemps, dans tous les courants pédagogiques qui se sont donné la peine de regarder les enfants ils sont curieux, ils ont envie de comprendre, ils ont envie d'être en activité, ils posent 1000 questions. Donc qu'est-ce qui fait que certains vont poursuivre ce travail-là, cette dynamique, cette énergie, et puis d'autres, non, pas du tout. Les réponses, elles peuvent être effectivement de différents ordres. On pourrait invoquer les parents, la société. On le fait, habituellement. C'est ce qui se passe, habituellement. On montre le déficit des parents. Il y a des projets où, à l'heure actuelle en particulier, un professeur qui a fait, je crois, un documentaire sur une démarche qu'il a mise en place, de faire appel de manière systématique aux parents. Demander le soutien des parents quand l'élève dysfonctionne. Pour moi, il y a vraiment une séparation, c'est-à-dire j'ai vu des parents suffisamment souffrir d'être interrogés par l'école, ils se sentent jugés facilement de ne pas bien faire un boulot de parent, que c'est la responsabilité des parents si les enfants n'apprennent pas à l'école. Non, c'est la responsabilité de l'école de faire que tous les enfants, puisque c'est obligatoire, tels qu'ils sont, avec les parents qu'ils ont, que ces enfants-là sont-ils capables d'apprendre ? Oui, mais oui. Je pense à un livre de chercheurs de sciences de l'éducation. Enfin, il commence par dérouler l'idée suivante. Si on apprenait à faire du vélo à l'école, tous les élèves n'apprendraient pas à faire du vélo. Et c'est parce que les enfants sont dans leur contexte de vie personnelle
en famille, dans leur espace, dans leur petit village, etc. Et ils apprennent tous à faire du vélo. Ils apprennent tous. Donc ils apprennent. Les apprentissages qui se font dans le contexte familial de la parole, ils apprennent à parler. Ils apprennent à marcher. Ils apprennent à courir. Beaucoup d'apprentissages. Ils apprennent à manger correctement à table. Donc ils apprennent. C'est à l'école qu'ils arrêtent d'apprendre. À cause de ce que le ministère a mis en place, l'activité assistée. Ça serait intéressant d'aller voir quand est-ce que ça s'est vraiment mis en place. L'activité assistée, la distinction que fait le ministère entre activité assistée et activité autonome. En réalité, l'activité assistée empêche d'apprendre. En fait, on a vu un papier où il y avait écrit qu'on devait braquer une banque en 30 minutes. Et on devait trouver comment... on avait des petits papiers. En fait, on devait... En fait, je sais pas comment ça s'appelle, mais on devait trouver, quoi. En fait. Tu l'as trouvé comment, cette activité ? Ah, j'ai bien aimé. Au début, j'ai pas trop compris, mais après, j'ai compris. Tu te rappelles comment t'as fait pour passer de « je comprends pas » à « je comprends » ? En fait, Pauline, elle avait expliqué à un moment. Du coup, après, j'ai compris. Donc c'est Pauline qui a compris par elle-même Oui. Et qui t'a expliqué. Oui. Ce genre de situation, ça t'arrive souvent ? Pas tout le temps, mais des fois, oui. Sur la première phase du travail de groupe, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'interactions entre Pauline et Manon. Et toi, tu restais sur la réserve. Tu voulais pas rentrer dans le Au début, groupe, j'ai pas compris. Du coup, là, j'essayais de comprendre. Et après, en fait, avec Manon et Pauline, on se parle pas trop. Et au début, t'avais pas compris ce qu'il fallait faire, c'est ça ? Oui. Donc tu restais un peu en retrait. Oui, j'essayais de comprendre, en fait. Ok, t'essayais de comprendre avant de rentrer dans le groupe, quoi. Oui. Et ça a marché, le moment où t'as compris, ça t'a permis ensuite de rentrer dans le groupe ? Oui. Ou c'était un peu tard ? Parce que finalement, si c'est Pauline qui t'a expliqué... Après, il restait encore des trucs à faire, du coup, moi, j'avais fait. Quand elles étaient parties, moi, j'avais continué. Et là, t'as réussi à comprendre des choses ? Oui. Avec explication ou sans explication ? La prof m'avait aidé un peu. C'est parce que tu l'avais sollicité, tu avais demandé son aide aussi ou non, juste elle était juste venue. Elle est venue t'aider. Oui. Donc il y a une aide de Pauline, une aide de la professeure. Tu aurais pu le faire toute seule ? Oui. Activité assistée, quand le professeur donne un problème, il y en a qui arrivent au bout, et au bout du problème, on va donner la solution au tableau. Ou alors, le professeur, c'est ce qui est dit dans l'activité assistée, on insiste là-dessus, c'est que le professeur passe d'élève en élève. On voit l'image du professeur qui est dans une espèce d'empathie avec l'élève, de soutien de l'élève. Il s'occupe de son élève. Il met en place une activité individualisée. Je peux même ajouter dans la pratique de prof, il y a quelque chose dans notre humanité qui nous tend vers l'assistance. En tant que prof, j'ai modifié ma pratique pour limiter justement d'interrompre les processus d'apprentissage et donc d'aller me mêler de ce qui ne me regardait pas, c'est-à-dire d'aller aider les élèves alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Mais le prof a proposé le problème aux élèves. Et quand on a en face de nous un être humain, donc cet élève, qui nous envoie tous les signaux de détresse qu'il peut nous envoyer. Je m'ennuie, je souffre, je vais pas y arriver, je suis nul. C'est très difficile de résister à ça. C'est-à-dire que spontanément, si on n'est pas dans une pratique pensée, bien on y va. C'est nous qui les avons mis là-dedans. En plus, on a la solution, on est prof. Ce serait drôlement vache de pas aller leur filer un coup de main. Dans notre époque, on est tendu vers la bienveillance, qui est institutionnalisée aussi. Très compliqué de garder une posture de retrait pour offrir la possibilité à l'élève d'y arriver seul. Voilà, donc il faut résister. C'est une des difficultés du métier de prof. Moi, de l'intérieur, j'ai l'impression que notre société, je crois qu'elle voit le métier de prof comme un métier difficile, mais elle ne sait pas trop pourquoi. Peut-être parce que c'est pénible, parce que c'est un métier qui est fondamentalement à penser profondément. Voilà, donc c'est très difficile. On est au cœur de la nature humaine, on est au cœur des questions qui font de nous une espèce vivante tellement à part. Voilà, et ça en fait un métier très difficile. Et il faut lutter contre, effectivement, ce que je disais, ses propres instincts d'aide, d'assistance. Et je trouve que notre institution, je reprends ce que disait Michel sur les questions de textes qui ont été produits sur assisté, autonome, etc. Je trouve que notre institution, je vais le dire comme ça, méprise en fait la difficulté du métier dans sa complexité. Elle le prend parfois en compte, peut-être dans sa pénibilité, mais pas dans sa grande complexité. Et elle n'offre pas une formation initiale au professeur qui permet d'appréhender tout ça. Voilà. Pour être clair,
La formation, il y a une dimension un peu pratique, mais une fois qu'on a dit que les pratiques étaient assez conventionnelles, normées, d'une certaine manière un peu impensées, puis après il y a la théorie qui vient se coller à ça, c'est-à-dire que les professeurs vont recevoir un inventaire des théories pédagogiques, et puis on va leur proposer de fabriquer eux-mêmes le lien, de refabriquer du savoir, mais dans les contraintes qu'on a données précédemment, c'est-à-dire en respectant un programme, en respectant les pratiques qui sont incitées par l'inspection. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose à inventer. Chacun va bricoler un petit peu de son côté, et à la fin, on a quand même quelque chose qui vient protéger ça, c'est le sceau de la liberté pédagogique, c'est-à-dire on va dire chacun fait un peu comme il veut, liberté pédagogique, voilà. Michel qui a travaillé donc avec les profs il y a quelques décennies, il me l'a dit parfois qu'il a vu ce déclin de la pensée, de la pratique professionnelle et de la possibilité de se former, parce qu'en fait c'est un métier de chercheur, professeur. Les choses commencent 86. Jusque-là, les élèves échouaient en classe, ils redoublaient. Et s'ils étaient trop âgés, vie active. Ils redoublaient, ils allaient en vie active, en apprentissage ou en lycée pro. Voilà. À partir des années 86, et la réforme du bac pour 80% de chaque génération, eh bien, l'institution installe un autre système. Elle fluidifie les flux d'orientation. Et en particulier, elle va faire que davantage d'élèves d'abord arrivent jusqu'en classe de 3e. Donc peu à peu, on interdit les redoublements, on explique que les redoublements, ça ne fait pas réussir davantage, etc., etc. Il y a des statistiques sur ce sujet-là. Donc peu à peu, on lisse les flux. On fait avancer les élèves. Donc quand il y a une réussite faible, médiocre, mais ils ne redoublent plus. Et les établissements sont évalués sur cette question par l'institution. C'est pas bon de les faire redoubler. On a produit à ce moment-là l'effet suivant, c'est qu'effectivement, on a eu davantage d'élèves qui arrivent au bac et qui réussissent le bac. Et donc, on va avoir davantage de bacheliers. Effectivement, ça a produit cet effet-là. Sans faire appel à l'initiative, à la réflexion et à la recherche pédagogique, on a produit l'effet suivant. Vous vous rendez compte ? Sans faire appel aux profs, on a davantage de bacheliers. Même c'est important que les profs se retirent, qu'on leur enlève la capacité à décider du passage dans la classe supérieure. Souvent, on laisse ça au chef d'établissement. Ça a marché jusqu'aux années 96. En 96, on a un effet pervers du système. Parce qu'on a tellement d'élèves qui n'y arrivent pas, qui mettent le souk, le bordel. Massivement, il y a des difficultés dans les classes. Les profs n'arrivent plus à travailler. Il y a des élèves qui sont très désagréables et qui mutinent, j'avais utilisé le terme de mutinerie, qui mutinent les dispositifs pédagogiques des profs. Pourquoi ? Parce qu'ils n'apprennent pas. Et comme ils sont très nombreux à ne pas apprendre, ça fait une pression énorme, ça fait une tension dans la classe. Des élèves continuent de s'en sortir, de réussir, et ils sont trop peu nombreux par rapport à ceux qui n'y arrivent pas. Donc on a mis davantage d'élèves en difficulté, passe de classe en classe, on obtient davantage de bacheliers, mais on obtient un effet pervers, l'échec scolaire de longue durée. Et ça produit tout un tas d'effets sociaux après qui sont terrifiants. C'est-à-dire que des élèves qui ont des comportements d'assistés systématiques. Ils ont appris à être assistés tout au long de leur scolarité. Comment ils font après quand ils sont face au travail, face à la recherche d'emploi, face aux demandes d'un patron, par exemple ? C'est-à-dire qu'ils prennent plus l'initiative. Et un patron vous expliquera qu'il a besoin d'ouvriers, d'apprentis, etc., de stagiaires actifs, qui soient à l'initiative. Pas systématiquement en train de demander à leur patron, mais qu'est-ce que je fais maintenant, j'ai fini le travail précédent. Ou bien face à une difficulté, non, je peux pas, je sais pas faire. Donc ils deviennent des citoyens et des adultes assistés, qui sont en demande permanente d'aide, et qui n'ont aucun goût au travail. Pour eux, le travail, c'est sans plaisir. Si j'apprends pas dans le travail, au bout d'un certain temps, je travaille pour gagner de l'argent, c'est tout, pour gagner ma vie. Mais je suis sans goût, sans initiative.
En fait, on fait rejoindre les deux bouts, c'est-à-dire qu'au départ, on se dit on va essayer d'élever le niveau des élèves, etc. À un moment donné, on se rend compte que le système ne permet pas, en tout cas, atteint un plafond. Le deuxième niveau, pour atteindre l'objectif statistique des 80%, c'est-à-dire on baisse le niveau d'exigence pour l'examen, c'est tout. Je vois dans mon établissement, chaque année, entre 95 et 98% de réussite au bac général. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que tous les élèves ont le bac. En général, il y en a un par classe qui ne l'obtient pas sur une classe de 30. Autrement dit, ça pose même la question de l'opportunité, de l'intérêt de maintenir un examen que tout le monde obtient. Une attestation suffirait en fait. Donc l'objectif politique est atteint avec des dommages collatéraux. Les dommages collatéraux, ils sont très importants. Finalement, cette école qui a renoncé peut-être à laisser les élèves dans une forme de difficulté quand il y avait un niveau d'exigence au bout, en retirant l'exigence au bout, à retirer tout avec, sans penser à créer quelque chose de nouveau, sans penser autrement. On le voit dans les évaluations internationales de type PISA, donc les évaluations partagées de l'OCDE. On voit le rang de la France qui baisse, jusqu'à se retrouver à côté de certaines nations qui ne sont pas réputées pour avoir un système éducatif particulièrement performant, même si le terme de performant, on pourra en discuter. Je veux revenir sur les effets collatéraux. Il y a l'effet collatéral sur les élèves, mais il y a un effet collatéral sur les profs. L'institution s'est passée des professeurs pour produire 80% de réussite au bac. Elle a fait un travail statistique, on a vérifié qu'effectivement on peut faire passer les élèves. Bon bref. On a mis une vingtaine d'années que chaque génération ait 80% de bacheliers. Ça s'est fait sans les profs. Là, il y a un autre effet collatéral. On voit quoi ? On voit des profs qui n'ont plus envie de devenir profs. Il y a moins de candidats. On a des profs qui démissionnent, qui n'aiment pas leur métier, enfin, qui aiment leur métier, mais qui n'aiment pas les conditions de leur métier. En voulant se passer des profs, en faisant cette réforme pour se passer des... C'est impressionnant. Jusqu'aux années 80, les profs, avec leur pratique, pouvaient faire réussir un certain nombre d'élèves. Ça marchait. Il y avait une stabilité des classes. Le désordre s'est installé. Mais parce que on n'a pas dit aux profs, mais vous savez, c'est compliqué de faire passer des élèves qui ne réussissent pas, de les faire passer dans la classe supérieure comme ça. On va vous demander de bosser, de travailler, de vous mettre en recherche pour savoir comment c'est possible. Mais non, on a simplement fait un lissage statistique. Et on le paye aussi du côté des comportements des jeunes, mais du côté aussi de l'attractivité du métier d'enseignant. Je le lis comme ça. On parle des problèmes de salaire, on parle de choses comme ça, mais pour moi, c'est le fait que les profs sont quotidiennement confrontés à des problèmes, et tous vous parlent de ça et me parlent de ça quand je les interroge. À quel problème es-tu confronté quotidiennement ? Ils disent... les comportements des élèves difficiles, les élèves qui n'écoutent pas, etc., qui ne sont pas motivés et tout. Et ça fait des années que ça dure. Est-ce que l'institution ne s'est pas dit que ces problèmes quotidiens allaient faire démissionner les profs ? Que la solution, c'est, il y a un problème, il faut le résoudre. Comme pour les élèves. Il y a un problème, vous y bossez, les gars. Et on va créer les conditions à l'école pour que les profs se mettent au boulot, faire réussir des élèves qui ne sont pas en train de réussir. Mais comment on fait ? Nous, dans nos expérimentations, on l'a trouvé. Les expérimentations de Michel Breut sont racontées dans son livre « Secret d'école ». Fin du 2e épisode d'une série de 5. Michel Breut, accompagné de Laurent Laprie, professeur, nous parlera dans le 3e épisode de « Plus que de la volonté », de l'envie d'apprendre afin de réparer les décrocheurs. Secret d'école, un podcast réalisé par Jean-Christophe Cabu et l'association Sédition.fr, musique d'Alexandre Berne. Secret d'école est un livre de Michel Breut, édité chez L'Harmattan dans la collection Enfance, Éducation et Société, à commander chez votre libraire ou sur le site édition-harmattan.fr.